Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux cet après-midi pour cette première étape à Grenoble du Deep Tech Tour, la tournée des campus français qui a été initiée par BPI France, qui s'élance aujourd'hui et qui va donc parcourir toute la France jusqu'au printemps prochain avec plus d'une vingtaine d'étapes, avec une ambition, aller à la rencontre des chercheurs pour créer des ponts entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Il s'agit au sein de cette tournée de montrer à travers des témoignages, des retours d'expérience de chercheurs qui ont créé leur société, comment on peut créer sa start-up quand on est chercheur, avec quels outils opérationnels. On va essayer d'expliquer les nouveaux modes de financement qui sont mis en place, de valoriser l'écosystème de ces sociétés et de mettre encore une fois en valeur les bonnes pratiques. L'idée étant évidemment de donner envie et de faire en sorte que le nombre de startups créées à partir des laboratoires de recherche augmente au fil des années, ces fameuses deep tech qui sont porteuses de progrès sur des secteurs qui comportent de grands enjeux de société, que ce soit la santé, le développement durable, etc., etc. Alors, au programme de cet après-midi, un premier temps d'échange, notre séance plénière, dans laquelle nous allons faire dialoguer des 3 binômes d'entrepreneurs, de créateurs de start-up et de personnes qui les ont accompagnés. Ensuite, vous pourrez travailler de façon un peu plus approfondie dans des ateliers et faire du networking. Et enfin, à la fin de cette séance d'échange, nous serons rejoints par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Frédérique Vidal, qui viendra conclure cette séance d'échange. En ouverture de cette séance plénière, je voulais très rapidement brosser à grands traits le contexte de ce Deep Tech Tour et du plan Deep Tech qui a été initié par BPI France au début de cette année. Alors, à côté de moi, 4 grands témoins où on va essayer d'être très concis sur cette partie. Paul-François Fournier, qui est directeur exécutif innovation de BPI France. À ses côtés, Patrick Lévy, président de l'université de Grenoble-Alpes, qui nous accueille aujourd'hui et que je remercie. Il y a Bruno Sportis, à ma droite, qui est président directeur général d'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences du numérique. Et enfin, Yannick Neuder, qui est vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche, à l'innovation et aux fonds européens. Alors, ma première question, elle sera pour Paul-François Fournier. BPI France est donc à la manœuvre depuis le mois de janvier dernier avec le lancement du plan Deep Tech. Il y a beaucoup d'argent public qui a été mis sur la table. On parle de plus de 2,5 milliards de fonds qui vont servir à la fois à accompagner les projets et à permettre la création de ces fameuses Deep Tech, de ces startups, sous forme de subventions, d'investissements directs, indirects, etc., avec tous les outils qui appartiennent à la panoplie de BPI France. Pourquoi avoir lancé dans le cadre de ce plan Deep Tech cette tournée des campus, ce Deep Tech Tour? Écoutez, d'abord, bonjour à tous, et c'est très impressionnant de vous voir tous là. Pourquoi ce lancement de ce Deep Tech Tour? C'est parce que chez BPI France, on est convaincu que en fait, le sujet central autour de la création d'entreprise, autour de l'entreprise, c'est l'humain, c'est l'envie, c'est le désir, et que ça, il faut du coup aller au contact donc du monde universitaire, du monde de la recherche, et faire ce lien, donc, comme vous l'avez dit, entre le monde économique et le monde de la recherche. Et donc l'idée de ce Deep Tech Tour, c'est de se dire, au fond, il faut qu'on ancre ce projet au cœur des universités, au cœur des écosystèmes, parce que c'est là que se fera la valeur, c'est là que ces rencontres fructueuses entre ces différents mondes vont se mettre en place. Et donc voilà, j'allais dire, c'est un peu notre tempérament forain chez BPI France. C'est dimension humaine évidemment, mais on l'a dit, il y a beaucoup d'argent public qui a été débloqué. Il y a également dans le plan Deep Tech, et peut-être dans le Deep Tech Tour, dans sa volonté de communiquer sur ce sujet, il y a la volonté de faire en sorte que les fonds d'investissement participent également au financement de ces startups. Oui, vous l'avez dit, il y a beaucoup de moyens. On a la chance que l'État, au travers en particulier du Fonds pour l'innovation de rupture ou du programme d'investissement d'avenir, ait vraiment, j'allais dire, mis des moyens très significatifs. Vous parliez à la fois d'outils de financement, près d'1 milliard et près d'1,3 milliard dans l'investissement. Vous avez raison, notre conviction, c'est que au-delà des outils de financement, il y a une évolution à faire sur le monde de l'investissement. Vous avez vu les annonces du président de la République il y a 2 jours.
le capital risque, qui est ces outils d'investissement, est en plein boom. C'est une très bonne nouvelle. 1 milliard il y a 5 ans, 5 milliards probablement cette année. On sera, c'est nous notre conviction, le président l'a affiché comme une ambition leader européen, j'inclus encore l'Angleterre, ils sont encore là d'ici 4-5 ans. Mais c'est vrai que ces fonds n'ont pas toujours ni la taille, ni la compétence, ça dépend, il y en a quelques-uns, mais pas suffisamment, ni d'ailleurs parfois le temps pour j'allais dire, suivre spécifiquement des projets deep tech. Donc il y a 1,3 milliard qui va être vraiment investi dans des fonds qui auront cette caractéristique pour pouvoir prendre le relais de ces projets qu'on va créer ensemble dans les années à venir. Merci. Alors Patrick Lévy, vous nous accueillez pour cette première étape dans votre université. Quel regard vous portez sur le démarrage de ce Deep Tech Tour à Grenoble aujourd'hui? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, évidemment, on est ravis d'accueillir Deep Tech Tour. D'abord parce que c'est aussi dans la droite ligne de notre collaboration très étroite avec la BPI. La deuxième chose, c'est qu'on pense aussi que c'est un signal important parce que finalement, ça a fait écho à ce que vient de dire Paul François. D'une certaine façon, on pense que les universités sont un creuset formidable pour l'innovation. On pense que les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les gens qui travaillent dans les laboratoires ont un certain nombre de choses à exprimer. Ils l'expriment évidemment par la recherche elle-même, mais ils ont de plus en plus envie d'exprimer par la création d'entreprises. On pourrait dire, et je pense qu'on le dira, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, qu'il y a peut-être des conditions à améliorer pour que ça soit vraiment facile et plus facile en tout cas, et j'espère, on verra, peut-être la ministre en parlera tout à l'heure, que le projet de loi de programmation de la recherche permettra aussi d'améliorer cela. Alors ici, il y a des grands noms, enfin des entreprises qui aujourd'hui sont devenues j'allais dire presque des majors comme Soitec, ST Micro, qui viennent de ce parcours de création en laboratoire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un modèle grenoblois de la création de Deep Tech? Alors oui, je pense que quand même cet écosystème-là, il est assez puissant, effectivement. Alors tout ne marche pas aussi bien que Soitec, mais même si c'est un domaine qui est de temps en temps compliqué. Ce que je pense, ce qui est particulier à Grenoble, c'est que, et d'ailleurs ce qui attire aussi les grandes entreprises, c'est que, évidemment, on y forme des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, et que donc la matière, finalement, pour faire notamment des créations d'entreprises ou pour tout simplement promouvoir l'innovation, elle existe. Après, il y a aussi une histoire, et Grenoble a été fondée par l'industrie du gant, l'industrie hydroélectrique, et puis évidemment, tout le monde le sait, les nanotechnologies. Mais je veux quand même dire que aussi Grenoble s'est diversifié beaucoup. Et beaucoup des gens qui sont dans cette salle travaillent dans le champ de l'énergie, dans le champ évidemment de l'informatique et du numérique, ou dans le champ de la santé. Et pour nous, c'est extrêmement important, parce que ce site a aussi peut-être la nécessité de se diversifier, et Deep Tech Tour y participe en fait. Alors vous citiez le numérique justement, Bruno Sportis, c'est votre domaine. Vous avez signé un accord de partenariat cette année avec BPI France pour accompagner la création d'une centaine de startups. Alors je vais vous passer le micro, que vous puissiez vous exprimer. Accompagner la création d'une centaine de startups avec BPI France. Pourquoi, alors deux questions, pourquoi avoir choisi cette stratégie de l'entrepreneuriat et d'autre part concrètement, ça veut dire quoi accompagner la création de ces startups, comment ça va se faire? Merci, bonjour à tous. Oui, alors pourquoi nous avons mis l'entrepreneuriat au cœur du projet d'INRIA pour les années qui viennent? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, de jeunes chercheurs, parfois des chercheurs plus expérimentés qui ont envie de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat technologique. Donc déjà, il y a une demande de la part de membres de nos équipes de recherche. Ensuite, on est dans un domaine, le numérique, pour lequel il est important qu'on se pense dans la recherche publique par rapport à notre impact. Et l'impact, il est aussi économique. Et la start-up est une des voies qui permet de réaliser cet impact. Il y en a beaucoup d'autres. On travaille, les acteurs de la recherche publique, avec des grands groupes, avec des départements de R&D de grands groupes. Il y a plusieurs collègues que je vois dans la salle dans ces départements. On peut faire de la formation continue sur certaines de nos technologies. On peut être engagé dans les actions de standardisation, c'est important dans le numérique. On peut faire du logiciel libre, mais la start-up, au bout du bout, et on le voit avec quelques grands noms de la tech dont on parle très souvent, qui sont souvent d'origine américaine ou asiatique, ça passe par des startups. Parce que c'est une manière de sortir du laboratoire. Comme l'a dit tout à l'heure Paul François, c'est une manière d'accompagner le lien entre des technologies, le logiciel, qui est une technologie qui est assez molle finalement, et des compétences, parce que quand on crée une startup, il y a quelqu'un qui sort du laboratoire,
Et c'est pour ça que la start-up, c'est important pour la recherche publique. Et alors, très concrètement, peut-être que dans la salle, il y a des candidats potentiels à la création de start-up numériques. Comment va se faire l'accompagnement dans le cadre de ce partenariat? D'abord, j'ai cru comprendre qu'il fallait lire le petit livre jaune de la BPI, créer sa start-up deep tech. Après, plus sérieusement, puisque c'est une histoire de personnes, et que nous, on n'a pas les talents de battleurs de BPI France, eh bien, il faut donner envie. Il faut donner envie, il faut aider les gens les collègues à prendre du risque, parce que c'est un risque, il ne faut pas avoir de discours lénifiant que de créer une entreprise, c'est un risque qui en vaut la peine, et il y a un contrat de confiance à avoir avec les collègues, parce que souvent, et je ne dis pas ça pour freiner l'élan, ça peut se passer mal. Et donc, on a une responsabilité, nous, en tant qu'acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, de dire aux gens, allez-y, prenez votre risque, mais si ça ne marche pas, eh bien, vous ne serez pas mal évalué, par exemple. Cette question est clé. Et ça, c'est une problématique managériale. Donc, il faut donner envie, et c'est des questions humaines. Il faut être capable d'être aligné dans des écosystèmes. C'est pour ça qu'il est important que nous tous, les organismes, je vois le CNRS au premier rang avec Jean-Luc Moulet, l'INRIA, l'INSERM, l'INRA, les universités, parce que tout se joue sur les campus universitaires, on travaille ensemble sur ces sujets. On ne l'a pas toujours fait de manière optimale dans le passé, et Grenoble est un très bon exemple sur ce qui se passe bien. C'est pour ça que c'est emblématique que le Deep Tech Tour commence aujourd'hui. C'est une question d'écosystème, et puis c'est une question d'accompagnement, et la BPI est au cœur maintenant de cet écosystème pour le troisième volet, qui est le financement, et l'accès au financement, parce qu'il faut des financements aussi pour que ces aventures réussissent. Voilà comment on fait 100 startups dans quelques années, sortant de nos équipes, et ce sont des startups qui sont aussi de la recherche publique, des universités, du CNRS dans le numérique, ce ne sont pas des startups INRIA. Mais, merci beaucoup. Alors, mobiliser l'écosystème, ça passe évidemment également par la région. Ici, on est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Yannick Neuder, comment vous investissez, comment vous faites en sorte de développer la création de ces startups, de ces deep tech dans la région? Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, une grande fierté que le Deep Tour commence effectivement avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement ici à Grenoble. C'est une mise en reconnaissance aussi de cet écosystème très privilégié avec la richesse de son enseignement supérieur, de son tissu industriel, de ses grands équipements de recherche de dimension européenne. Et naturellement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, rappelée quand même deuxième région de France, première région industrielle, a un rôle effectivement au niveau européen, notamment sur le champ de l'innovation, dans cette grande compétition mondiale, où on assiste effectivement à une montée en puissance de la Chine, un petit recul des États-Unis. Et je pense que l'Europe, à travers la France, l'Allemagne, l'Angleterre, on parlera plus tard, doit tenir son rang. Donc naturellement, nous essayons d'être au plus près de l'écosystème, de favoriser tout ce qui est possible dans le décloisonnement. Dans le premier schéma enseignement sup recherche innovation, nous l'avons fait de façon conjointe avec les collègues de l'économie pour justement favoriser le développement de valeur ajoutée, la création d'emplois finaux, la valorisation de tous ces travaux de recherche, et nous l'avons réaffirmé en juin. Nous avons déjà beaucoup de dispositifs que vous connaissez tous, dont vous êtes emparés, notamment en grande collaboration avec les pays, et je voudrais aussi le souligner, notamment sur toute la partie PIA3 territorialisée, puisque c'est 120 millions d'euros qui sont effectivement mis, et puis sur d'autres dispositifs plus réactifs pour favoriser notamment à travers les SAT, qui est un outil qui fonctionne particulièrement bien en région, et bien de pouvoir favoriser l'insertion des jeunes chercheurs dans leur parcours professionnel sur la promotion de leur start-up, et puis de pouvoir effectivement avoir des fonds directement, puisque c'est près de 450 millions d'euros qui ont été mis sur les 3 dernières années de l'exercice sur la recherche, l'innovation et l'enseignement. Et je crois qu'ici à Grenoble, c'est tout un symbole, puisque c'est quand même ici aussi qu'il y a le Nano 2022, sur des sommes significatives. Le confort, on a conforté les dispositifs du CEA avec l'RT Nano-ELEC à des hauteurs de 100 millions d'euros. Donc beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent bien utilisé par des acteurs qui vont pouvoir créer la valeur ajoutée dont la région et notre pays a besoin. Merci beaucoup. Alors on va voir justement avec ces acteurs dans quelques instants comment ils ont pu faire, quel a été leur parcours, leur cheminement. Je vais demander à nos témoins de bien vouloir regagner leur place dans la salle, et je vais appeler Hamid Lamraoui à me rejoindre. Hamid est le fondateur de la société Euromers et il viendra témoigner dans les binômes. Je vais vous donner un micro. Voilà, et donc Hamid est le parrain de cette première étape du Deep Tech Tour à Grenoble. Juste en 2 mots, on racontera votre parcours tout à l'heure, mais pourquoi
Pourquoi ce parrainage? Qu'est-ce qui vous a motivé et qu'est-ce que vous en attendez? Quels sont les messages que vous pouvez faire passer dans la salle aux créateurs potentiels de start-up? Déjà, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité et merci de... en tout cas, je suis très ravi et très fier d'être représentant de la Deep Tech sur le bassin grenoblois. Moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est surtout un moment de partage, d'expériences concrètes qui vont être exprimées par des entrepreneurs qui sont issus de la recherche académique. Puis je voudrais aussi qu'on puisse montrer aussi les outils qui sont en place pour développer, lancer l'activité et puis l'accompagner. Et puis je voudrais donner envie à ceux qui voudraient se lancer. Merci Hamid. On verra tout à l'heure dans votre parcours comment effectivement vous avez fait vous pour créer votre société. Alors je vais vous demander de regagner votre place, vous nous rejoindrez tout à l'heure. Et là je vais inviter Sébastien Gravier, le créateur de la société Vulcam, et Yannick Champion, directeur général du laboratoire CIMAP, à me rejoindre pour parler de cette première aventure. Bonjour. Alors, Sébastien Gravier, vous avez été enseignant-chercheur en métallurgie. Vous avez fait votre thèse en 2006 sur le développement d'outils fondamentaux pour la pré-industrialisation, c'est ça? Jusqu'ici, tout est bon. Tout est bon. Puis, vous vous êtes orienté, alors d'abord vers la recherche fondamentale et ensuite plutôt la recherche appliquée, si j'ai bien compris. Et avec la volonté, à cette époque, enfin très peu de temps après avoir entamé votre parcours, avec déjà la volonté de créer votre propre entreprise, de créer une start-up, et ce que vous avez fait en 2017. Alors, Vulcam est une activité sur les nouveaux métaux dits amorphes. Alors peut-être deux mots juste pour nous dire c'est quoi ces nouveaux métaux et que fait Vulcam? Alors, je vais dire plus que deux mots et je vais reprendre quand même un ou deux petits détails. La manière de dire que quand on se lance dans une action de valorisation, quand on est chercheur, il y en a plein qui font ça. Le fait de dire que dès qu'on se lance dans une action de valorisation, c'est qu'on a envie de créer une start-up, je pense que c'est un peu rapide. La vraie manière dont ça se passe de manière douce, presque insidieuse. C'est-à-dire que, c'est négatif comme terme, prenez l'autre terme positif, de manière douce. Petit à petit, on s'oriente de plus en plus vers l'entreprise, petit à petit on va de plus en plus vers l'appliqué, petit à petit on a de plus en plus de contacts avec les industriels. Et puis à un moment, on se rend compte qu'en fait on a déjà franchi le pas, c'est-à-dire qu'on est passé de chercheur à créateur d'entreprise sans s'en rendre compte. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est important de le dire parce que ça enlève une certaine pression. On ne peut pas partir en se disant je vais monter une start-up parce que ça c'est trop brutal. Mais on a franchi le pas dans sa tête et on n'a pas forcément franchi le pas encore de façon très, j'allais dire, organisationnelle en créant vraiment la société. On se dit qu'on va faire le grand saut, c'est ça? On se dit clairement on ne peut plus faire marche arrière parce qu'on a emmené les gens avec nous, parce que on a avancé à certains points, on ne peut plus trop faire marche arrière. Et dans ce cadre-là, il y a des outils qui permettent aux chercheurs non seulement de se dire que c'est possible, mais également de se dire que c'est pas inatteignable. On se fait souvent une montagne de la création d'entreprise. Enfin, moi, c'est ce que je me faisais quand j'étais chercheur. Au final, c'est pas si compliqué que ça. Alors, ça, c'est un bon message à faire passer. Non, mais c'est vrai, faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas que du rose, on va dire que c'est du rose pâle, mais en tout cas, c'est pas du gris, c'est pas du noir. C'est plutôt excitant, c'est beaucoup de bonheur quand même. Alors quand même, deux mots sur votre activité, sur Vulcam. Les métaux amorphes, c'est quoi et en quoi consiste l'activité de la société? C'est sympa de me laisser faire un petit coup de pub. Grosso modo, ce qu'on a fait, alors je vais partir de la recherche parce que quand même on n'est pas devant un partenaire industriel. Grosso modo, tous les métaux ont une structure qui est cristalline, ça veut dire que les atomes sont bien positionnés là-dedans, ça donne une grosse partie des propriétés de la matière. La recherche qu'on a mis en place au niveau du laboratoire, c'est qu'on a développé des métaux qu'on appelle amorphes. Ce que ça veut dire, c'est que les atomes au sein de la matière sont positionnés de manière aléatoire. Donc on a cassé la structure du métal. Ça donne plein de propriétés qui sont vraiment hors du commun sur ces matériaux. Et par exemple, j'en citais qu'une, c'est des matériaux qui sont 2 fois plus résistants que les métaux cristallins. Ce que ça veut dire, c'est que si c'est 2 fois plus résistant, on a besoin de 2 fois moins de matière pour supporter les mêmes efforts, et donc on peut miniaturiser. Donc
Donc c'est de cette idée basique qu'on a lancé une activité qui a été orientée vers le développement des procédés, à la fois pour fabriquer la matière, et puis pour la mettre en forme, pour fabriquer des pièces, dans l'objectif de miniaturiser. Donc ça touche plein de segments marchés, je ne vais pas les citer, mais ça touche une grosse partie de l'industrie de la micromécanique. Et alors aujourd'hui, l'entreprise, c'est déjà du chiffre d'affaires, c'est des collaborateurs, c'est quelle taille aujourd'hui? On n'en est pas encore au million, assez loin encore. Mais bref, on fait du chiffre d'affaires. Dès la première année, on a réussi à en faire. Et ça, c'est un des points forts de la recherche française et du fait de sortir de laboratoire. Alors, c'est pas valable dans tous les domaines, mais d'une manière générale, on peut avancer assez loin dans les laboratoires en France. On peut nouer des partenariats, parce qu'il y a plein de manières de faire des contrats avec des industriels. Donc, au moment où on se lance, on a déjà fait un premier pas, quelque part, vers l'industrie. Et donc, on peut générer du chiffre assez rapidement. C'est loin de permettre d'atteindre la rentabilité, ça c'est une évidence, mais ça permet quand même d'avancer et puis d'avoir une vision du marché qui est quand même assez propre, et donc d'aller dans une direction qui n'est pas complètement orthogonale. C'était quoi l'autre question? La prochaine étape, c'est quoi? C'est créer une structure industrielle aujourd'hui pour fabriquer cette matière et pour produire les pièces métalliques qui vont avec, c'est ça? La prochaine étape, elle est double. D'un côté, on va passer à l'industrialisation. Donc pour l'instant, on fabrique des prototypes, on démontre que notre technologie a un intérêt auprès des industriels. Et puis d'un autre côté, il faut aussi qu'on amorce un petit peu la pompe commerciale. Donc évidemment, il va falloir mettre en place une ligne de production pilote pour s'approcher de la fabrication en série. Et puis en parallèle, amorcer la pompe commerciale, parce que la technologie, c'est beau, c'est chouette. À un moment, il faut faire du business. Bah oui, sinon on ne tient pas éternellement. Quand vous avez créé la société, vous l'avez financée de quelle façon? Sur vos fonds propres? Vous avez trouvé des investisseurs? Comment vous avez fait au démarrage? J'imagine qu'il y a beaucoup de chercheurs parmi vous. Les fonds propres d'un chercheur sont loin d'être illimités. Je savais que ça allait plaire, ça. Donc non, c'est pas sur mes fonds propres. Les fonds propres, ils servent uniquement à crédibiliser l'entreprise. Quelque part, il faut mettre un petit peu d'argent parce que sinon on n'est pas crédible. Si on ne prend pas un minimum de risque, on n'est pas crédible. Mais c'est loin, extrêmement loin d'être suffisant. Donc par rapport à ça, il y a beaucoup d'aides. Je vais aussi, bon, il y a la BPI, évidemment, je peux pas ne pas la citer. Mais c'est un vrai soutien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des concours d'innovation qui aident. Il y a les banques et on a de la chance quand même. Ici, autour de Grenoble, d'avoir des banques qui sont au fait de la création de start-up, qui sont capables de prendre des risques et puis qui soutiennent réellement les choses. Et puis, il y a également le réseau Entreprendre Isère qui permet à la fois d'aider, d'accompagner la transition vers l'entrepreneuriat, mais aussi de mettre un petit coup d'aide financier. Quand on agrège tout ça, on a quand même un petit pactole initial qui permet de recruter des gens, de les payer quand même, et puis aussi d'initier une démarche de créateur d'entreprise, alors qui comprend un petit peu tout. Alors, vous le disiez, quand on crée, c'est important d'être accompagné, notamment quand on vient d'un milieu qui n'est pas forcément spécifiquement orienté sur l'entrepreneuriat. Vous avez été, la société est incubée au sein de la SAT Linxium, et également vous avez été accompagné, vous le citiez, par le réseau Entreprendre. Qu'est-ce que ça apporte, cette incubation, cet accompagnement, quand on est au démarrage de l'entreprise? Alors c'est à deux étapes un petit peu différentes. La première étape, c'est la SAT. Je sais qu'il y a des gens qui sont relativement critiques par rapport au SAT. Je l'étais, moi, au début. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, non pas parce qu'ils sont là. Ça n'a rien à voir. Non, j'ai changé d'avis parce que c'est eux qui m'ont permis de faire cette espèce de transition douce pour passer de chercheur à entrepreneur. Donc c'est vraiment la SAT permet de faire cette première étape qui permet de franchir le pas. Faire mûrir le projet. Faire mûrir le projet et faire mûrir la personne. Parce que quand on est chercheur, on est très loin de l'entreprise, ouais. Il faut s'en rapprocher. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important et la SAT de Grenoble fait vraiment bien son boulot à ce niveau-là. Christine, on la remercie. Je sais que tu vas intervenir après. Allez d'abord, vas-y. Et le réseau Entreprendre. L'autre point, c'est le réseau Entreprendre, mais là, c'est une fois qu'on a franchi le pas, ou quand on est en train de le franchir. Et là, c'est vraiment pour aider à lancer l'entreprise. Donc, c'est l'étape d'après. Et ça aide financièrement. Au début, souvent, on va aller voir pour ça. En fait, c'est pas le vrai soutien n'est pas à ce niveau-là. Le vrai soutien se passe au niveau de l'accompagnement
à la fois il y a un groupe de lauréats qui évoluent ensemble, et puis à la fois il y a des parrains, des accompagnateurs qui ont de l'expérience industrielle, qui nous aident. Qui échangent avec vous, qui vous évitent éventuellement de faire des erreurs au démarrage, etc. Ouais. Alors il y a un autre point quand même que je vais citer, c'est-à-dire qu'il y a Yannick Champion qui est là, bien sûr, le directeur du CIMAP. On parle beaucoup de plein de personnes évidemment intéressants. Et le CIMAP qui a joué un rôle majeur dans votre parcours, puisque vous étiez chercheur au CIMAP, c'est ça? Alors le CIMAP a joué un rôle, et joue encore un rôle primordial, et je pense que ça c'est le propre des startups deep tech qui sont issues des labos. On a besoin de l'appui du laboratoire en amont. Une fois que l'entreprise est créée, il ne faut pas croire que tout est fini, en fait c'est un point de départ. Si on n'a pas accès à certains moyens, si on n'a pas un certain soutien de la part des chercheurs, si on n'a pas une proximité forte avec le laboratoire, ça sert à rien d'y aller en fait. Alors on va passer le micro à Yannick Champion, qui est le directeur du CIMAP, justement. Vous pouvez lui passer peut-être votre micro. Donc Yannick, vous êtes le directeur du CIMAP. En 2 mots, c'est quoi le CIMAP, juste en 2 mots? Alors bonjour à tous. Alors ça ne sera pas complètement 2 mots. CIMAP, 3, alors maximum 3. CIMAP, c'est un laboratoire de recherche fondamentale. Alors je vais aller un peu plus parce que qui est sous tutelle du CNRS, de Grenoble INP et de l'Université Grenoble. C'est un labo d'à peu près 200 personnes, une centaine de permanents. Et les recherches sont orientées sur les matériaux, la conception de matériaux et les procédés. Donc on est en plein dans le contexte dans lequel Sébastien a fait émerger la start-up. Alors il y a une particularité quand même, c'est que, alors ça a été évoqué par Patrick Lévy, il y a une un très grand dynamisme vis-à-vis de l'industrie. Donc je pense que pour être à Grenoble depuis 4 ans seulement, j'étais dans d'autres lieux avant, j'ai découvert ce dynamisme et ce partenariat très fort qui, puis tu l'as évoqué, hein, qui permet de vivre au quotidien avec les relations industrielles. Sachant que dans l'histoire de Grenoble, beaucoup de choses ont été citées, la métallurgie en fait partie aussi. J'ai le droit. Hein. Et alors, donc justement, comment vous avez accompagné Sébastien dans son parcours d'entrepreneur au tout début du projet? Alors, comme je dis, moi j'ai repris le laboratoire il y a 4 ans, j'étais même pas à Grenoble. Il faut rendre hommage à mon prédécesseur, Michel Ponce, qui est aussi dans cette logique et qui a beaucoup incité le labo à avoir des contacts très forts et qui a accueilli pas mal d'industriels et fait émerger des startups. Mais je dirais que c'est presque difficile pour moi parce que c'est presque naturel cette manière de fonctionner, et Sébastien l'a dit, en fait l'accompagnement il se fait, je dirais, au quotidien avec une transition qui est douce, comme tu l'as dit. Au départ, c'est des collaborations très fortes au niveau fondamental, parce que là on a vraiment fait émerger un sujet qui était très fondamental. Il y a très peu de développement sur le type de produit. Et puis naturellement, alors bien entendu, il y a la collaboration au niveau de l'expérience et de l'expertise qui se maintient. Il y a un engagement de l'ensemble des personnels autour. L'équipe a de l'importance, les chercheurs sont engagés et soutiennent. Donc c'est pas seulement le directeur, le labo, c'est toute une dynamique qui est alors, je sais pas si c'est propre à CIMAP ou propre à Grenoble, mais en tout cas c'est ce que je ressens, et l'idée c'est d'aller vers une collaboration entre la société, la start-up et la société qui va naître et le laboratoire. Oui, parce que le champ nous intéresse de toute façon. Ce qu'il faut dire, c'est que Vulcam aujourd'hui, vous êtes physiquement présent dans le laboratoire. On est physiquement présent, physiquement, ouais, très présent. Dans le cadre d'une convention d'hébergement, ça veut dire que quelque part le laboratoire a pris ou a loué des locaux supplémentaires pour nous accueillir, et dans le cadre de cette convention, on rembourse en gros le coût de la location laboratoire, et il y a un surplus associé à l'accès à certains équipements. Ce que ça veut dire, c'est qu'il doit y avoir un partenariat qui doit être gagnant-gagnant entre le laboratoire et la start-up. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que la start-up ne peut pas être simplement un parasite qui vient se greffer sur le laboratoire. Au début, c'est un petit peu le cas, il faut dire les choses telles qu'elles sont, puisque les moyens financiers de la start-up font que les retours sont difficiles. Mais, donc pour vous, c'est un plus, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier de toute une infrastructure de recherche que peut-être vous ne pourriez pas vous offrir si vous deviez voler de vos propres ailes. Alors tout est juste sauf le peut-être. On ne peut pas s'offrir cette infrastructure, ça c'est une évidence absolue. C'est pas près d'être le cas, donc le partenariat il est indispensable pour le développement de la start-up, ça c'est le premier point.
mais il faut aussi que le laboratoire en tire quelque chose. Nous, on a une démarche qui est proactive, on continue à faire des publications en collaboration avec le laboratoire, on a financé des projets de recherche, on va continuer à en financer. On a une activité, on essaie de construire une activité qui permet aussi au laboratoire d'en tirer des fruits scientifiques. Et ça ne peut que marcher si les relations humaines, et qu'on continue à bien se passer. Et donc ça veut dire si le laboratoire, quand je dis le laboratoire, c'est la structure, mais ça veut dire si les personnes du laboratoire qui sont actives sentent qu'elles ont aussi un intérêt et qu'elles sont intégrées à la dynamique de la création. Donc c'est un équilibre qui est pas toujours évident. Pas toujours évident à trouver et à faire fonctionner au quotidien. Oui. J'ai une question par rapport à ça pour Yannick. Quid de la propriété intellectuelle de cette recherche et de l'aboutissement de cette recherche? Ça appartient au labo, ça appartient à l'entreprise. Comment ça fonctionne, ça? Alors, je ne me suis pas vraiment penché sur le problème, j'ai juste regardé un petit peu les retours que peuvent avoir les laboratoires. En fait, le laboratoire, il est avant tout dans un établissement, hein, donc les retours arrivent dans les établissements. Ensuite, je pense qu'il faudra probablement, je sais pas, légiférer, qu'il y ait des règles qui se fassent pour que inventeurs, les personnes qui soutiennent, etc., s'y retrouvent et aient envie de lancer des opérations de ce type-là. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'une start-up, c'est extrêmement valorisant pour un laboratoire. Parce que le labo, c'est avant tout, c'est faire des articles scientifiques pour le public, mais c'est aussi faire des brevets et développer des activités qui vont générer l'économie, créer des emplois, etc. Ça, pour nous, c'est une très très grande réussite. Mais alors, ce que vous me disiez quand on a échangé un peu avant pour préparer cette conférence, c'est que le modèle de fonctionnement que vous avez trouvé avec Vulcam, qui est né dans votre laboratoire, il peut très bien aussi s'appliquer avec des startups de l'extérieur. C'est-à-dire que vos portes sont ouvertes pour d'autres entreprises. Alors, ça se fait déjà. On a accueilli des chercheurs du privé qui sont venus, qui étaient logés chez nous, qui ont utilisé les moyens. Donc il y a des conventions d'accueil, ça se fait déjà depuis plusieurs années. Et on a également une autre start-up qui a été créée par une personne extérieure au labo, mais qui a exploité des recherches en procédé du laboratoire. Donc je dirais que c'est quelque chose qui se fait, on a tous les cas de figure, et ça ne pose pas vraiment de réel problème, on a tous les outils pour gérer ça. Alors, dernière question, Sébastien, prochaine étape, levée de fonds, création d'une structure industrielle. Encore une fois, quand on a échangé pour préparer la conférence, vous m'avez dit qu'il faut faire attention à ne pas trop se disperser aussi. Parce que votre technologie, elle peut adresser plein de secteurs différents. À un moment, il faut arriver à se concentrer, trouver le bon marché. Alors ça, c'est une question de stratégie économique et d'attaque du marché, mais effectivement, il y a un risque du chercheur. Alors tout est passionnant dans la science, donc ça veut dire que quand on est chercheur et qu'on se lance dans une activité, on a envie de tout comprendre. Donc il y a un certain risque de dispersion qui est inhérent à la formation et à l'esprit du chercheur, donc il faut réussir à se restreindre un petit peu, c'est une petite difficulté des fois, mais il ne faut absolument pas se disperser. Donc, parce qu'on ne peut pas tout attaquer en même temps. Après, en termes d'étapes à venir, on est en phase de montée en puissance de l'industrie. Donc, levée de fonds, évidemment, parce qu'il y a besoin d'argent, on a des moyens de production, on développe des choses. Donc ça veut dire que naturellement, il faut de l'argent. Donc levée de fonds et puis monter en puissance de l'industrie. Enfin, je crois qu'il y a des gens qui arrivent. Ah, c'est la ministre qui nous rejoint. D'accord. Alors on va continuer quand même dans notre déroulé. Je vous remercie beaucoup tous les deux pour ces premiers témoignages. Je vais vous demander de retourner vous asseoir dans la salle et du coup je vais appeler Hamid Lamraoui et Stéphane Lavalée à nous rejoindre pour un deuxième binôme. Merci. On s'assoit, on reste debout, c'est comme vous le souhaitez, on s'assoit. Alors, donc Hamid, vous êtes ingénieur de formation, docteur en génie biomédical. Vous avez travaillé avec le professeur Pierre Moser, qui est chirurgien urologue, et vous avez mis au point avec lui un dispositif technologique pour traiter l'incontinence urinaire. En deux mots, c'est de quoi il s'agit? Expliquez-nous. On est dans le domaine de la robotique chirurgicale. En fait, on a développé un implant qui est un mini-robot qui est implanté dans le corps humain et qui permet de contrôler plein de choses.
Et en l'occurrence, il peut contrôler un muscle implantable artificiel qui permet de traiter l'incontinence urinaire d'effort, qui est un sujet qui est tabou, comme vous pouvez l'imaginer, et qui touche énormément de personnes, plusieurs centaines de patients par an qui souffrent de ce problème-là. Combien de temps ça a demandé la mise au point de ce dispositif, de cet implant? C'est combien d'années de recherche? La page blanche, c'était en 2006. On a créé la société en 2011, donc ça fait, et là on est en 2019. Voilà, on a 5 ans pour la création de la société et vous êtes toujours au stade de la recherche. Et non, maintenant, alors du coup, on est passé à l'étape d'après où là aujourd'hui l'implant est en phase d'essai. Pourquoi vous avez choisi de créer votre entreprise plutôt que d'essayer de vendre, votre procédé, votre implant à un grand groupe médical multinational? Ben, on s'est posé la question, c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Stéphane avec le professeur Moser. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre concept, parce que c'était un concept qui était encore très très amont. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut confier ça à un grand groupe? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a aucun grand groupe qui prendrait le risque ou l'engagement d'aller dans ce qu'on a fait. C'est pas leur philosophie. Donc on s'est posé la question et on s'est dit, nous trois, Stéphane, le professeur Moser et moi, on s'est dit, allez, on se lance, on y va. Donc vous rencontrez Stéphane Lavallée, vous êtes ingénieur télécom de formation, vous avez été chercheur également, surtout vous êtes un serial entrepreneur, c'est-à-dire vous avez créé plein de boîtes. Pardon? Multirécidiviste. Vous avez créé, alors vous avez innové en 89 dans le domaine de la robotique en neurochirurgie. Vous avez créé votre première start-up en 98, toujours dans les medtech. Et aujourd'hui, vous avez créé combien de sociétés? Pour combien d'emplois? Une douzaine de sociétés, et en robotique chirurgicale sur Grenoble, ça doit représenter à peu près 400 emplois, donc je suis très fier. Donc une partie des sociétés ont été revendues, absolument. Une autre continue de se développer, de croître aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que vous avez dit banco à Hamid quand il est venu vous voir avec le professeur Moser? Alors effectivement, il y a des conditions de succès pour toutes ces startups. Pour l'instant, on a la chance d'avoir aucun échec. Je touche du bois. Sur toutes ces sociétés, on n'a aucun dépôt de bilan. C'est merveilleux. Ouais, c'est beaucoup de réussite peut-être aussi. Il en faut. Mais il y a une recette. Et quand ils sont venus me voir, c'est vrai que je me suis posé les questions fondamentales de cette recette. Il faut déjà répondre, dans notre domaine à nous, il faut répondre à un besoin clinique majeur. On ne va pas se lancer sur la création d'une start-up pour un petit truc, une petite amélioration d'un dispositif médical. Il faut vraiment répondre. Il faut que ce soit une innovation de rupture. Il faut que ce soit une innovation de rupture. Ça, c'est la deuxième partie. Il faut une technologie aussi. Et la première chose, c'est un besoin clinique très important. Donc un marché très important. On ne peut pas se lancer comme ça, sinon c'est sur un petit truc pas ambitieux. Donc il faut déjà de l'ambition. Ensuite, il faut des hommes. Il faut une technologie. Et effectivement, je rejoins tout le monde. La clé, c'est les hommes, toujours. Et là, il y avait, je crois, une très belle opportunité, puisque on avait l'entrepreneur là, tout jeune, qui se disait, mais qu'est-ce que je fais? Mais il avait les yeux tout mouillés d'envie. Ça, ça se voyait tout de suite. Juste un point, vous y pensiez depuis longtemps à créer une entreprise, ou c'est venu... c'était déjà quelque chose quand vous étiez étudiant et auquel vous pensiez, ou c'est venu plus tard dans votre démarche? Alors, j'y pensais absolument pas. Je savais absolument pas ce que c'était qu'une start-up. Quand j'ai vu un business plan, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis après, derrière, j'ai appris. Mais ce que je voulais, alors en fait, finalement, au fond de moi, ce que je voulais, c'était créer des produits innovants. Mais sous quelle forme, je sais pas. Donc c'est pour ça que je rejoins aussi ce qui a pu être dit avant. C'était pas nécessairement de créer une start-up, mais c'était d'apporter des nouvelles technologies pour des patients qui sont en souffrance. Et une des clés, n'oublions pas le professeur Moser qui a joué un rôle énorme, que lui, il a apporté il nous faut ce qu'on appelle des key opinion leaders dans ce domaine de la robotique chirurgicale. Lui en est un, il est professeur à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il a aussi un réseau international de chirurgiens, dont des gens très célèbres à la Mayo Clinique, qui nous a amenés comme ça, et ça constitue le... C'est quoi? C'est la caution scientifique du projet, c'est ça? Clinique, absolument. Non. Et puis le troisième axe, c'est la rondelle de l'entrepreneur. C'est vous. C'est moi. Parce qu'une entreprise peut, à mon avis, difficilement se payer le premier jour un entrepreneur expérimenté. Et donc, mon modèle, ça a été de proposer de me découper en petits morceaux et d'offrir à plusieurs sociétés en parallèle un petit morceau
Pourquoi faire? Pour essentiellement guider la société sur sa stratégie. Oui, parce que deux choses. Vous dites que bon, quand on crée une start-up comme ça, par des chercheurs, en l'occurrence un chercheur et un professeur, il faut que quelqu'un ait un peu une expérience du business, sache les erreurs qu'il ne faut pas commettre au démarrage, etc. etc. Et que ce profil-là, par contre, ça coûte cher. Et qu'une start-up qui démarre, elle n'a pas toujours les moyens de se l'offrir. Et donc, votre modèle de temps partiel, de manager à temps partiel, c'est pour vous un bon modèle qui pourrait être développé. Alors, je ne prétends pas être un modèle, mais en tout cas, notre modèle qu'on a utilisé, nous, a marché, effectivement. Il y en a sans doute d'autres, mais celui-là, effectivement, cette vertu de concilier peu de dépenses et une vision quand même stratégique. Entrepreneur expérimenté, moi, je mets sur petit warning, prenez tout de suite quand même quand vous créez une société, un entrepreneur expérimenté. Et faites-le entrer dans le capital pour qu'il soit complètement investi dans la société. Absolument, on ne va pas fonctionner avec un contrat de consulting, ça ne marche pas, ça va pas nous motiver. Il n'y a que l'actionnariat qui va nous motiver, et c'est la seule solution à mon avis pour avoir quelqu'un d'expérimenté, talentueux, avec de l'expérience surtout. Alors Amidou, où en est l'entreprise aujourd'hui? Combien de personnes, déjà du chiffre d'affaires, où en êtes-vous dans votre plan de développement? Alors, ça fait 8 ans que la société est créée, on a 0 € de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas du tout étonnant pour ce type de société. Donc là, on est en phase d'essai, l'implant est en phase d'essai, on est 30 personnes aujourd'hui dans Euromems. On a réuni à peu près 16 millions d'euros pour financer le projet, c'est que le début. Et là, des fonds que vous avez levés auprès de financeurs, de fonds d'investissement, ou de quelle façon? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Je pense qu'il y a une autre clé qui est importante, c'est la patience. C'est pas tout de suite se précipiter et faire une levée de fonds, c'est d'y aller par étapes. Et nous, ça a été la clé, c'était de dire on y va par étapes, et à chaque étape, on fait une levée de fonds qui est on va dire calibrée pour nos ambitions. Et ça a plutôt bien marché dans notre cas. Et donc du coup, on a d'abord commencé par du Love Money. Déjà, nous, on a participé avec ce qu'on pouvait. Avec votre famille, vos amis, votre entourage, etc. Les chirurgiens aussi. Ouais. Et par la suite, on a finalement, la bascule s'est faite en 2016, où on a fait une levée de fonds de 12 millions d'euros. Avec une stratégie aussi qui était importante pour nous, c'était de dire on veut avoir différentes couches d'investisseurs. On a un investisseur qui est plutôt local, Supernova Invest, spécialisé. Alors c'est parce que ça c'est une difficulté, vous me disiez quand on s'est parlé, il faut trouver des investisseurs, des fonds qui comprennent ce qu'on fait. Ouais, complètement. Qui soient un peu experts dans le domaine, qui voient un petit peu jusqu'où on peut aller, quoi. Tout à fait. Il faut absolument que les personnes qui soient dans ces fonds soient là déjà pour comprendre, mais aussi pour aider. On ne cherche pas que de l'argent, on cherche aussi de l'expertise. Et nous, aujourd'hui, justement, en ayant ces couches-là, la deuxième couche, c'est la couche nationale, BPI France. BPI France est le deuxième investisseur au sein du Euromems. Et la couche européenne avec Wellington Partners. Et chaque fonds va nous apporter quelque chose, alors évidemment de l'argent, mais on n'a pas voulu se limiter à ça. Et aujourd'hui, ça marche super bien. Parce que chaque fonds va accompagner la société à son niveau, et pour l'instant, on a un système, un fonctionnement qui marche très bien. Et finalement, le plus compliqué, c'est quoi? C'est l'amont, c'est quand on est en phase de recherche, qu'on met au point son produit, etc. Ou c'est une fois qu'on a créé la société, vous avez une expression que j'ai trouvée vraiment, vraiment intéressante, vous dites, il est difficile de construire l'avion et de le faire voler en même temps. C'est-à-dire qu'une fois que la société est créée, on est au four et au moulin, il faut tout faire en même temps. Oui. Et désolé, mais je vais dire que toutes les phases sont compliquées, mais c'est ce qui fait la beauté aussi de la société, et c'est ce qui fait sa valeur. Si c'était simple, tout le monde le ferait, et du coup, il n'y aurait pas d'innovation. Donc du coup, toutes les phases vont apporter une complexité qui est passionnante, et qui va demander d'apprendre, d'écouter, de s'accompagner, de se faire accompagner. Et ça, encore une fois, pour moi, c'est la beauté de ce qu'on fait. Ça, c'est le message qu'il faut faire passer. Il faut savoir, dès le départ, bien s'entourer, se faire accompagner, trouver les bons conseils pour pouvoir gagner du temps et éviter de faire des erreurs que d'autres ont commises avant vous, c'est ça? Ouais. Et je vais dire la même chose que tout le monde, c'est une question d'hommes et de femmes, évidemment. C'est les relations qu'on peut construire avec son équipe. Moi, j'ai deux cofondateurs avec qui on s'entend super bien. On peut avancer ensemble. Et derrière, c'est aussi les investisseurs, c'est aussi l'équipe. Sans ça, c'est la clé du succès pour moi, c'est le côté humain.
Alors, nouvelle levée de fonds programmée, et où on en est aujourd'hui de la mise en marché du produit? Alors, on a encore plusieurs levées de fonds à réaliser. Typiquement, dans notre domaine, on va avoir une deuxième levée de fonds qu'on appelle série B pour faire les études cliniques, et ensuite une série C qui nous permettra d'attaquer le marché. Et alors, Stéphane, vous dites c'est bien, mais il faut faire attention, il ne faut pas aller trop vite dans les levées de fonds, et il faut prendre le temps, se donner du temps pour structurer la société. Oui, mais chaque projet est spécifique. On n'a pas non plus de règles de base, mais la clé, c'est la stratégie. Et la stratégie, encore une fois, il faut le faire avec des gens expérimentés. Je reviens vraiment là-dessus, c'est ça, à mon avis, une des clés de la réussite. C'est trouver ces gens expérimentés dans son domaine, qui ont déjà l'expérience, pour construire la stratégie. Tout est sur la stratégie, et après la stratégie financière va venir accompagner la stratégie de la société industrielle. Parfait. Tout est là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Je voudrais juste dire. Oui, allez-y. Tout à l'heure, j'ai entendu, oui, se lancer, créer une société, c'est prendre des risques. Faux. Moi, j'ai aidé une douzaine de jeunes donc, à créer une société comme Amit. Aucun n'est mort, aucun n'a sauté dans le vide. Enfin, ils sont tous en bonne santé, même si tous ont réussi. Il n'y a pas de risque. Vous n'allez pas aller en prison, vous n'allez pas. Enfin, parce qu'il y a des mythes, il y a des angoisses comme ça, créer une entreprise, ça fait peur. Il n'y a pas de risque. Vous ne prenez aucun risque. Le risque que vous prenez, si ça échoue, c'est d'avoir grandi et d'être très fort. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, vous regagnez votre place et je vais demander à Jean-Luc Valéjou, créateur de ISKN, et Sébastien Dauve du laboratoire CEA Leti de nous rejoindre, s'il vous plaît. Comme vous voulez. Debout, assis, comme vous le souhaitez. Assis, c'est parfait. Alors, Jean-Luc, vous êtes un des cofondateurs donc, de la société ISKN, qui a été créée en 2013, mais d'abord aux États-Unis, avant d'être créée en France. Alors, peut-être d'abord ce point, pourquoi créer d'abord aux États-Unis et en France ensuite? Bonjour à toutes et à tous, avant tout, ravi d'être ici. Alors pourquoi aux États-Unis et pas en France dans un premier temps? Pour une raison fort simple, parce que je pense qu'on a été une des premières startups technologiques à faire du crowdfunding. Et à l'époque, à date, il y avait deux plateformes, les deux étaient américaines. Donc il s'agissait de Kickstarter et Indiegogo. Et nous, on a commencé par Kickstarter. Et à l'époque, encore une fois, il fallait avoir une structure juridique sur le territoire nord-américain. D'où la création de la structure. D'abord aux États-Unis et ensuite en France. Alors en deux mots, ISKN, vous faites quoi? Votre société et vos produits, c'est quoi votre technologie? Alors, nous, ce que l'on fait d'un point de vue générique, et j'ai insisté sur le terme générique parce que souvent il y a eu des amalgames dans notre sujet. Je crois qu'on n'a pas souvent été pris au sérieux. Les annonces récentes en démontrent le contraire aujourd'hui, donc tant mieux pour nous. Nous, on fait ce qu'on appelle de l'interaction augmentée. Alors, tout le monde ici connaît la réalité mixte, tout le monde connaît la réalité augmentée, tout le monde connaît la réalité virtuelle. Nous, on fait de l'interaction augmentée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va permettre à un objet dit traditionnel d'interagir avec le monde numérique. Donc, on va tout simplement enrichir l'expérience sur le monde numérique et en faciliter l'utilisation. Typiquement, notre premier exemple, vous avez évoqué la Slate, c'est comment on permet à un vulgaire créateur papier de devenir un créateur papier digital. Alors, c'est un segment de niche, je vais expliquer après pourquoi on s'est focalisé sur un segment de niche, parce qu'on a parlé de stratégie et c'était très volontaire, c'est une démarche qui est complètement volontariste. Si j'ai pas été clair, en 3 mots, pour reprendre votre expression, quand mon papa me demande ce qu'on fait, je lui dis on fait du papier carbone numérique, et de suite il comprend notre technologie. Donc ça c'est... C'est-à-dire que, pour être encore plus clair, on peut dessiner sur du papier avec un crayon, tout ce qui est plus traditionnel, et le dessin est automatiquement et en temps réel numérisé dans l'ordinateur. Exactement, donc en fait on fait le plaisir du papier, la magie du numérique, ou la puissance du numérique comme vous le concevez, mais c'est exactement ça, donc un papier des plus classiques, un crayon des plus classiques, et vous avez accès à toute la puissance du numérique. Alors, juste pour revenir un petit peu sur votre parcours, cette technologie qui vous a permis de développer votre produit, vous l'avez trouvée au CEA Leti. Vous étiez au CEA, vous êtes venu de l'extérieur, comment ça s'est passé votre rencontre avec le CEA? Oh, c'est une longue histoire. Moi, je suis arrivé à Grenoble en 2000. Vous avez remarqué que je n'ai pas d'accent du coin. Je suis du sud de la France. Il n'y a pas d'accent à Grenoble? Si, il y a un petit accent. Je ne suis pas du coin. Je suis pas du coin et je suis arrivé en 2000 parce que j'ai commencé déjà en start-up.
À l'époque, cette start-up-là s'appelait Opsitech, donc elle a été donnée comme la petite sœur de Solitech qu'on a cité précédemment en préambule. L'expérience a duré 3 ans. Alors pour les gens qui sont pas au fait, c'est une start-up qui était sur les télécoms à haut débit, puisque vous me parlez d'Internet, c'était la fameuse bulle Internet des années 2000. Ouais. Donc start-up que vous aviez créée ici. Non, je l'ai pas créé moi. J'étais collaborateur. Donc j'ai vécu 3 ans d'expérience start-up, ce qui me sert aujourd'hui, pour être sincère. Donc l'aventure a duré 3 ans, puisqu'en 3 ans, je crois qu'on a vendu un produit au MIT. Vous voyez, c'est pas avec ça. Bon client, mais c'est pas avec ça qu'on fait vivre une 50aine de personnes. Et au bout de 3 ans, donc l'aventure s'est arrêtée, comme bon lot de start-up. Et j'ai été licencié en rentrant de vacances un lundi matin à 8h. Et j'ai été embauché à 17h le même lundi au CEA Leti. Comme chercheur? Comme chercheur. D'accord, comme chercheur. L'aventure a duré au CEA Leti de 2003 à 2014. 11 ans. 11 ans. Mais 11 ans durant lesquels vous aviez quelque part en tête l'idée de refaire, de créer une société, de créer une start-up? C'est même plus compliqué que ça. C'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de créer une entreprise. Alors j'ai jamais su si ça allait être une boulangerie, une start-up high-tech, deep tech, je sais pas, mais j'ai toujours eu ça pour une raison fort simple, c'est que je suis issu d'un monde d'entrepreneur. Je pense que très clairement ça a aussi beaucoup joué. Pour autant, j'avais pas forcément les armes. On a parlé de formation, on a parlé d'expérience, et moi j'avais un parcours très, très scientifique et très technologique. Et donc en 2007, je crois, j'ai passé 2 ans à Grenoble École de Management. Donc je sais qu'ils sont là, je les ai vus, donc je profite pour saluer l'école. Merci. Voilà, exactement. En tout cas de l'enseignement que j'ai reçu, qui fait qu'on est là aujourd'hui. Donc vous avez quitté le CEA Leti à cette époque? Non, j'ai fait les deux. D'accord, que c'était en parallèle. Exactement. Donc je travaillais, et puis j'avais des cours à Grenoble École de Management. Ça a été essentiel parce que ça m'a permis de mieux appréhender ce qu'était le monde d'entreprise, de mieux comprendre le fonctionnement de l'entreprise au sens large. Vous avez rencontré vos associés, les cofondateurs de la société au CEA Leti également? On va dire à ma mutation interne. Parce qu'après être diplômé, j'ai bénéficié d'une mutation interne pour m'occuper plutôt d'une approche de valorisation des briques technologiques à partir d'enjeux sociétaux. On dit souvent techno-push, market pool, nous on disait même user pool, c'est-à-dire on a un petit peu de prospective, en disant la société évolue, voilà vers quoi elle va tendre, est-ce qu'on a sur étagère des briques technologiques qui vont permettre de répondre aux enjeux de demain. Et c'est à cette occasion que moi j'ai rencontré Tristan et Timothée, qui sont mes 2 associés, qui sont là depuis le début aussi. Et moi je dis toujours, la plus belle histoire c'est probablement celle de Tristan. Tristan est le plus jeune des 3. On l'appelle le Mozart des algos, mais depuis cet été on l'appelle le Neymar des algos. Les gens qui aiment le football comprendront. Pour une raison fort simple, c'est qu'aujourd'hui je crois qu'on mobilise 24 brevets internationaux et qu'il est rédacteur des 24, tout simplement. Donc, ce qui est pas mal pour quelqu'un qui à l'époque avait 23 ans, qui en a une. Donc c'est l'expert de la société? On va dire que c'est la tête pensante de la société, en tout cas sur le point technologique. Et alors aujourd'hui, votre société, bon, elle a grandi au fil des années. Aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs? Quel chiffre d'affaires? Où vous en êtes du développement? Alors on est une 50aine aujourd'hui, avec 2 filiales, donc une aux États-Unis, puisque aujourd'hui elle est détenue à 100% par la structure française, et une filiale qu'on vient de créer au Canada, à Montréal, aujourd'hui, pour des raisons d'écosystème intimement lié au digital, puisque sur Grenoble on n'a pas ce qu'il nous faut sur le plan digital en tout cas. Et vous réalisez 90% de votre chiffre d'affaires à l'international, c'est ça? On réalise 90% de chiffre d'affaires à l'international, et ce depuis le début en fait. Voilà, notre marché domestique et nord-américain. Comment vous avez financé l'aventure? Vous avez levé des fonds auprès de fonds d'investissement? Alors oui, avant de lever des fonds, je vais peut-être rendre César ce qui est à César, parce que nous on a à peu près bouffé à tous les râteliers qu'on pouvait à Grenoble. Donc on a été incubé à Grenoble École de Management, merci l'école. On a été incubé à Grain-Gravit, merci Christine. On a été incubé au CEA, merci Sébastien, pour diverses raisons et variées, mais qui ont très largement contribué au fait qu'on existe aujourd'hui. Et évidemment, quand on a été incubé, on a eu cette particularité de faire du crowdfunding aussi. Et donc, pour ne rien vous cacher, à l'époque, alors tout le monde en parle aujourd'hui, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est, tout le
monde maîtrise le sujet. Je vous garantis qu'en 2013, quand on en parlait, n'est-ce pas Christine, et qu'un jour on a posé sur la table, voilà ce qu'on va faire, on nous a regardé avec des yeux de merlan frit, et je pense qu'en face de nous, je suis pas sûr que beaucoup de personnes comprenaient ce qu'on racontait, pour être très sincère. Et donc on a financé donc 350 000 euros récoltés, dollars en un petit mois. On a été Créadeb, lauréat Créadeb, donc merci BPI, parce que ça nous a beaucoup aidé. Et puis entre le moment où on a commencé à chercher des fonds, puisque au capital, on a Partech Venture, on parlait des fonds qui étaient capables d'accompagner en cas d'aide. Partech en fait très largement partie, évidemment, j'ai vu ça dans la presse aussi il n'y a pas très longtemps. On a Pascal Cagny qui est en fonds propres. Donc Pascal Cagny, je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais c'est l'ancien directeur Apple Europe, qui a été embauché par Steve Jobs qui a investi chez nous. On a Xavier Niel au capital aussi. Et puis on a Supernova Invest dont on a parlé tout à l'heure. Donc en termes de levée de fonds, on a fait une première levée à 1,5 million avec les acteurs que j'ai cités. Et puis l'an dernier, on a levé 10,5 millions avec CMCIC Innovation et XO Private Equity qui est un fonds qui est basé à Toulouse aujourd'hui. Ouais. Donc un très, très, très joli parcours du point de vue business. On va passer le micro à Sébastien Dove pour savoir comment le CEA est intervenu dans ce parcours. Vous êtes responsable département système au CEA Leti. C'est quoi CEA Leti? Alors oui, en deux mots. J'imagine que tout le monde connaît. Oui, alors juste avant, tu as oublié un râtelier, Jean-Luc, et non des moindres, l'IRT Nanoelec, qui a aussi bien sûr permis à ISKN de se créer. Alors effectivement, le laboratoire Leti, c'est quoi? C'est un laboratoire du CEA qui compte un peu plus de 1500 chercheurs qui travaillent sur la microélectronique, qui a donné naissance à ST, à Soitec, mais qui travaille de plus en plus sur les applicatifs de la microélectronique. Je crois que l'exemple aujourd'hui de ISKN en est la preuve incarnée. Et ISKN qui est même la première start-up B2C du CEA Leti. D'accord. Voilà, donc on a vraiment parcouru un chemin depuis 40 ans. Bien sûr, on regarde la microélectronique, mais on a su s'élever vers les systèmes, d'où le nom du département dont je m'occupe, qui travaille vraiment sur les applicatifs de la microélectronique. Alors comment on a aidé Jean-Luc? Je dirais qu'on a utilisé le processus interne qu'on a depuis plusieurs années, qui est maintenant parfaitement rodé, qu'on améliore bien sûr tous les ans, qui consiste tous les ans déjà à faire un concours interne à idées. Et on a typiquement 10 à 20 chercheurs qui lèvent la main tous les ans au Leti et qui disent « moi j'ai une idée qui pourrait potentiellement donner une start-up ou pas ». On opère une sélection, on les accompagne un petit peu, on les fait maturer sur leur business model et on va retenir les projets les plus pertinents à qui on va offrir la possibilité d'incuber pendant 18 mois. Donc, toujours au CEA Leti. Donc ça a été le cas pour Jean-Luc et ses deux collègues. Donc 3, Jean-Luc et donc Timothée et Tristan ont incubé 18 mois. Et pendant ces 18 mois, ils se consacrent entièrement à leur projet. Ils bénéficient en plus d'une offre de formation adaptée plutôt dans le business. On va les aider à faire des POC aussi, des preuves de concept. Et puis, on a une personne dédiée, Philippe Ronflat, je le cite, qui va également les aider par exemple, à candidater à des concours. Et ISKN avait notamment candidaté au concours iLab qu'ils ont remporté. Donc ça, j'en profite, c'est vraiment une aide aussi précieuse, en phase vraiment très amont de la période d'incubation, pour vraiment mettre la start-up sur les bons rails. Donc vous êtes présent au démarrage du projet et à la création de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des liens qui sont conservés avec la société, là, en l'occurrence avec celle de Jean-Luc? Je te donne le micro après. Alors effectivement, en général, au bout des 18 mois, c'est un petit peu la durée nominale, bien souvent, parce qu'on a affaire à des deep tech, les produits ne sont pas suffisamment matures pour aller sur le marché. Donc les startups ont besoin de continuer à avoir accès au savoir-faire, aux compétences, aux moyens qu'on a au CEA Leti en particulier. Et donc en général, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met en place un mode de partenariat très spécifique, sur mesure, qui s'appelle le laboratoire commun, et qui, pour ISKN, a duré 3 ans. Donc, on peut dire que ISKN avait une R&D au CEA Leti, plusieurs personnes qui travaillaient spécifiquement sur le projet de Jean-Luc. Alors, on va passer le micro à Jean-Luc qui voulait ajouter un mot sur ça, et puis on conclura sur les projets de développement de l'entreprise. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de projets. Oui, alors pour rebondir sur ce que disait Sébastien, effectivement le contrat de R&D a duré un petit peu plus, même 3 ans et demi de mémoire, hein, Sébastien.
Et en fait, on a des liens très étroits pour une bonne et simple raison, c'est que dans la stratégie qui est la nôtre aujourd'hui, parce qu'on s'est construit sur un produit très B2C, en ayant en tête dès le départ que nous finirions par faire du B2B, ce qui est le cas aujourd'hui, et je vais en toucher 2-3 mots. Pour autant, les liens qu'on a avec les ne sont pas rompus, puisqu'on continue à déposer pas mal de brevets ensemble, donc en co-dépôt, donc ça c'est une réalité. Et dans notre stratégie aujourd'hui, comme je le disais, l'idée c'est d'avoir un portfolio de business model équilibré entre B2C, parce que pour nous le B2C est l'antichambre de l'innovation, donc on a un contact terrain et c'est une vraie source d'idées, et en tout cas d'identification des fonctionnalités qui peuvent être clés chez nous. Et pour reprendre un petit peu sur où nous en sommes aujourd'hui, parce que c'était votre dernière question, je crois. Plusieurs rendez-vous. On a plusieurs rendez-vous. Donc, au mois de mars dernier a été annoncée une collaboration avec un acteur qui est issu du monde du jeu vidéo, qui est top 5 mondial, puisqu'il s'agit de Bandai Namco. Donc, Bandai Namco, c'est un groupe qui fait 6,5 milliards, un groupe japonais. Donc, 90% du chiffre d'affaires était fait au Japon. Aujourd'hui, la filiale européenne, qui était initialement une filiale de distribution, devient une filiale d'innovation. Et dans la stratégie de Bandai Namco Headquarter Tokyo, aujourd'hui, la volonté, c'est de diversifier ses activités et de s'internationaliser. Et ça, c'est à ce titre-là qu'on a contractualisé il y a maintenant quasiment 3 ans un contrat qui porte sur un nouveau projet, qui est un nouveau mode d'interaction digitale, enfin un nouveau type d'interaction digitale, donc basé sur la technologie, pour un nouveau mode d'apprentissage et de divertissement sur une cible 6-12 ans. Alors, c'est du ludo-éducatif, mais en France, ludo-éducatif, on a tendance à comprendre mathématiques, histoire, géographie, c'est pas du tout ça. Oui, vous disiez, ça ne part pas sur les connaissances, mais sur la façon d'apprendre, en fait. Exactement. Et pour faire ça, vous avez travaillé avec des spécialistes des neurosciences, notamment. À des gens de neurosciences, MIT, Genève, Stanford, et avec notamment pour les gens qui jouent, et je suis sûr qu'il y en a ici, la personne qui est à l'origine de l'UX de Fortnite. Et donc cette plateforme, elle va être lancée sur l'Asie, sur les États-Unis, sur l'Europe. Alors c'est un produit qui va être lancé en priorité donc en Occident, donc Occident pour nous étant États-Unis et Europe, avec des pays cibles, donc le UK, l'Allemagne, la France, et étendu dès l'année prochaine sur la zone Asie-Pacifique, donc essentiellement Chine-Japon. Donc ça c'est notre deuxième produit, dont j'ai failli l'amener, mais je me suis dit que faire de l'autopromotion c'était peut-être pas le sujet aujourd'hui. Donc ça s'appelle Tori, donc si vous avez des enfants à 6-12 ans et que vous leur donnez le plus de chances de réussir dans la vie, vous les faites jouer. Donc l'idée c'est, je disais tout à l'heure, c'est comme le bon vin, un petit peu c'est bon. Un petit peu tous les jours c'est bien. Un petit peu tous les jours c'est bon, le jeu vidéo, trop c'est évidemment pas bon, les excès, quels qu'ils soient, sont jamais très bons. Donc ça c'est le produit qui est annoncé le 24 juin à New York, qui sera disponible donc le 5 novembre. Si vous m'envoyez un petit mail, je vous envoie un code réduc promis. Et enfin, il y a un nouveau produit, nouvelle ardoise magique entre guillemets qui va être commercialisé. Et on a un nouveau produit qui est toujours issu dans nos j'allais dire, notre métier, enfin en tout cas notre segment de marché original qui sont les arts créatifs, qui lui fait aussi l'objet, donc dont le nom s'appellera Harry Paper. Et qui fait l'objet d'un partenariat avec un grand groupe aussi, dont je ne peux malheureusement pas vous donner le nom aujourd'hui, puisque l'annonce sera faite le 17 octobre prochain à Paris. Mais c'est un groupe qui fait à peu près $1 milliard de chiffre d'affaires aussi, donc sur une activité artistique et créative. Et on a un troisième produit qui est du pur B2B, qui est du contrôle non destructif, donc du CND, qui lui adresse une fédération sportive. Et sans citer la fédération, vous comprendrez toujours, il s'agit de fraude technologique et comment on détecte les fraudeurs à partir de notre technologie. Donc juste pour terminer, puisque je sais que j'ai dépassé, mais il faut bien comprendre qu'on a une brique technologique aujourd'hui, qui est une brique technologique qui est plateforme, qui nous permet d'adresser différents marchés, différentes industries, sous la forme de différents produits, et que pour faire simple, quand je mets 1 euro en R&D aujourd'hui, je le rentabilise auprès de 4 guichets. 4 guichets qui sont les 4 guichets identifiés à date. Potentiellement, il peut y en avoir d'autres. Mais c'est la force d'ISCN et de la brique technologique qu'on mobilise. Et avec l'espoir, vous me le disiez tout à l'heure, de devenir, disons à court ou moyen terme, une ETI. Oui, parce que si ce n'était pas le cas, en 2014, quand on a eu une offre de rachat
d'une société américaine basée en Silicon Valley de quelques dizaines de millions de dollars, on aurait sauté sur l'occasion. Donc ça n'a pas été le cas, parce que c'était trop tôt, parce que c'était pas ce dont on avait envie, tout simplement. Et si j'avais l'occasion et le temps, je vous raconterai l'anecdote, elle n'est pas piquée de verre. Mais là, on a plus le temps, mais donc devenir une ETI et peut-être une licorne à terme. Non, et pour terminer, parce que je pense que c'est probablement ça le plus important, notre objectif aujourd'hui, on est calé sur un modèle ARM, donc les gens qui sont de l'électronique comprendront, donc un référentiel design, ou Dolby Surround, donc de faire notre technologie le prochain standard dans tout ce qui est interaction augmentée. Voilà. Si vous aviez juste un message à faire passer aux créateurs potentiels qui sont dans la salle, vous avez déjà derrière vous un beau parcours, vous avez une belle entreprise qui s'est développée. Un message en 2-3 mots, ce serait quoi ? Savoir s'entourer, je reprendrai les termes de Stéphane, je pense qu'il a raison, et savoir qu'on ne sait pas tout, loin de là. Donc quand on sait ça, on a au moins le réflexe de bien s'entourer. Merci beaucoup à tous les deux, merci à toutes les personnes qui sont